propose de commencer à l'heure. Nous avons un impératif de temps pour l'atelier qui suit et nous devrons donc libérer cette salle à 10h55 par respect pour ceux qui vont nous suivre. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'AMF. Je vois un certain nombre de têtes connues, de gens qui étaient déjà présents hier pour le forum numérique dont je vous rappelle qu'il est en ligne et qu'il a été mis même en ligne avec très grande efficacité hier soir sur le site de l'AMF. Donc vous pourrez le retrouver. C'était intéressant parce que c'était le premier contact avec le ministre Marc Ferracci au niveau des infrastructures et ça a été, me semble-t-il, assez riche et assez prometteur. Aujourd'hui, autre éclairage sur le numérique, un éclairage médiatiquement beaucoup plus parlant, c'est celui de l'intelligence artificielle. Rien ne se vend, rien ne se dit sans l'intelligence artificielle, y compris des lunettes, à en croire les publicités récentes. Nous, notre préoccupation aujourd'hui, c'est de voir en quoi, et c'était le titre de cet atelier, de ce point d'information, en quoi cela peut représenter un intérêt pour les collectivités dont nous avons la responsabilité. Plus globalement, je dirais que l'enjeu pour nous, élus, l'enjeu pour nous qui faisons de la politique au plus près du terrain, c'est de clairement comprendre que le numérique, bonjour Patrick, est un enjeu éminemment politique et que c'est à nous, élus, de nous l'approprier. Et pour essayer de ne pas aller trop loin, je reprendrai simplement une citation que je vous donne. L'intelligence artificielle représente un levier important pour moderniser les services publics et améliorer la qualité de vie des citoyens dans les communes et les EPCI. Cependant, son adoption soulève des défis techniques, financiers et éthiques. Il est essentiel que les collectivités locales anticipent ces enjeux afin de tirer parti de l'IA de manière responsable, transparente et inclusive. Et cette citation, elle est certainement vraie puisque c'est ChatGPT qui l'a rédigée. Je passe la parole à Patrick Molinos, si tu veux compléter avant le premier intervenant. Non, merci, mais c'est assez rare. Je suis extrêmement impressionné qu'on démarre pile poil à l'heure. Donc on va essayer de tenir les délais. Il paraît qu'on a un ministre très fan d'intelligence artificielle qui doit nous rejoindre tout à l'heure. Je ne sais pas si on a le droit de l'interroger sur ses tweets récents. On verra bien. Moi, je ne suis pas sûr de rester très longtemps quand il arrivera, mais c'est parce que je dois me rendre à Bruxelles. Puis du coup, ça m'évitera de manquer de diplomatie. Merci à tous d'être nombreux. Évidemment, Michel a parfaitement introduit le sujet. Ce qui nous interpelle le plus à l'AMF, c'est évidemment par rapport à l'essentiel de nos communes, qui sont des communes dotées de très peu d'ingénierie, déjà pour les choses que l'on comprend et qu'on maîtrise à peu près spontanément. Quand on rentre dans ce domaine que l'on voit comme souvent très obscur, on a parfois un peu un sentiment de sidération et on se dit comment est-ce qu'on va avancer sans se faire manger par soit des prestataires privés qui vont tenter de nous expliquer qu'évidemment il faut tout faire avec eux, soit tout simplement par un déferlement qui nous dépasse parce que nous n'avons pas l'ingénierie et dans 99% des communes de France, nous n'avons pas l'ingénierie suffisante. Nous ne l'avions déjà pas pour le numérique avant l'intelligence artificielle générative et nous l'avons encore moins à ce stade. Donc on est au cœur d'un sujet qui est celui de la transition, du passage d'un univers quasiment à un autre, avec le risque qui a été celui, pour ma part, que j'ai trouvé le plus important et qui reste très lourd aujourd'hui autour du numérique, c'est de considérer que cet univers est à part, justement, et qui serait différent du monde réel. Moi, il y a une des choses que je répète
à l'envi, c'est qu'il faut qu'on arrête de considérer le numérique comme quelque chose de différent du monde physique. Il faut que les règles qui s'y appliquent, il faut que la compréhension qu'on en a soit les mêmes. Il faut que les questions d'éthique, de sécurité, de transparence soient les mêmes dans le monde numérique que dans le monde réel. Et avec l'intelligence artificielle générative, on a l'impression de voir un mur s'approcher devant nous qui risque vraiment de nous renverser. Il y a beaucoup de sujets qui se posent à nous. Ils sont d'abord politiques. Ça, c'est ce que Michel a dû évidemment dire en introduction. Ils sont de compréhension générale. Ils sont d'appui par la puissance publique qui a les moyens, mais c'est l'État et puis nos partenaires des autres niveaux de collectivité, les départements, les régions. C'est un sujet qui doit être abordé de manière complètement transversale et apolitique au sens partisan du terme, parce que sincèrement, sur ces sujets, il faut d'abord qu'on ait une maîtrise d'intelligence et d'ingénierie, et ce n'est pas toujours le cas. On a parfois des structures de mutualisation locales ou régionales qui sont parfois traversées de polémiques politiciennes, et ça, c'est pas bien. Donc voilà, il faut que l'on aborde le sujet. Vous êtes très nombreux ce matin, alors que c'est le premier atelier de la matinée, donc ça signifie bien que ça nous préoccupe. Nous avons avec nous l'un des meilleurs experts en France qui va nous exposer ce qu'est l'intelligence artificielle. Et puis, nous aurons quelques interventions. Je pense que peut-être tu as redit le programme général. Je vous imposerai de nouveau ma parole avant l'arrivée du ministre, je crois. Et puis, j'espère qu'on pourra néanmoins, de manière républicaine, l'interroger. Et pardon d'avoir... Je suis toujours pas redescendu de son tweet, moi. Donc, c'est pour ça qu'il me faut du temps mais notre sujet du jour, c'est vraiment comment on peut... On peut s'unir, comprendre, avancer et ne pas se laisser déborder par ce sujet. Parce que je l'ai écrit dans un article qui a été publié sur Localtis la semaine dernière, je crois. L'ampleur des risques est à la hauteur de l'ampleur des opportunités. C'est-à-dire qu'il faut être éclairé, mais il ne faut pas en avoir peur. Il faut affronter le sujet parce que ça peut nous apporter beaucoup. Moi, je fais le parallèle avec la découverte de la radiation. Hein. Ça a permis le meilleur et le pire. L'intelligence artificielle, ça permettra le meilleur ou le pire. Et c'est de notre responsabilité d'essayer de faire en sorte que ce soit le meilleur. Merci. Merci beaucoup, Patrick Molinos, de ces mots d'introduction. Donc Jacques Priol, je me présente en un mot. Je suis effectivement expert des sujets de gestion de la donnée avant d'être un expert de l'intelligence artificielle. Et c'est peut-être pas anodin que de le dire. Je dirige un cabinet qui s'appelle Civiteo, qui est un petit cabinet, une petite dizaine. On ne travaille que sur ces sujets de gestion de la donnée au service des politiques publiques. Je suis aussi ici devant vous avec ma casquette de président de l'Observatoire Data Publica. C'est un observatoire, une structure à but non lucratif qui réalise chaque année un grand baromètre sur les usages de la donnée et donc dorénavant de l'IA dans le monde territorial. Et je vais vous présenter quelques chiffres du 3e baromètre que nous avons rendu public la semaine dernière pour comprendre aussi ce qui se joue. Je suis par ailleurs expert associé auprès du Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. Vous le voyez à l'écran, j'ai publié un certain nombre d'ouvrages, de rapports, de contributions sur ces sujets, de la data, notamment un livre qui s'appelle « Ne laissez pas Google gérer nos villes », suite à des travaux que j'ai eu la chance de mener sur la ville de Toronto au Canada, dans le cadre d'un grand projet de Smart City, ville intelligente. Et puis, je me permets de le préciser devant vous, avant de faire ce métier de consultant, j'ai travaillé pendant 25 ans en collectivité territoriale, j'ai travaillé en mairie, en département, en région, j'ai été directeur d'office HLM, et c'est aussi cette expérience de l'action publique territoriale que nous essayons de traduire dans la façon d'appréhender la question de l'usage des données. Et quand il y a beaucoup de données, très rapidement, on se pose la question de comment on les utilise. Et puis, depuis 18 mois, 2 ans, quand on se dit comment on va utiliser des données de plus en plus massives qui sont à notre disposition, eh bien, on se dit il y a l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un premier point important. Dans le baromètre de l'Observatoire Data Publica, nous posons chaque année la question aux collectivités territoriales. Avez-vous commencé à tester et à utiliser des systèmes d'intelligence artificielle ?
Et dans le baromètre de cette année, on assiste à une progression massive du nombre de collectivités territoriales, et je vais le détailler un petit peu, je vais m'y arrêter quelques instants, qui nous disent on a commencé à tester pour voir, on a commencé à essayer. Alors quand je dis on a commencé à tester, ça ne veut pas dire on a tel ou tel collègue qui a utilisé ChatGPT, y compris pour écrire un discours, monsieur le maire. C'est la collectivité a commencé à s'organiser pour essayer quelque chose, soit de sa propre initiative, soit parce qu'un délégataire de service public nous a proposé quelque chose, soit parce qu'on a une start-up locale qui nous a proposé quelque chose. Et on voit aujourd'hui, en 2024, l'enquête a été réalisée en juin-juillet 2024, on a eu 300 réponses. On a eu 300 réponses avec un échantillon qui est représentatif. Il y a de nombreuses communes, de nombreuses petites communes. Je remercie d'ailleurs l'AMF et la MRF d'avoir relayé l'enquête auprès de leurs adhérents. On voit qu'aujourd'hui, on a 36%, donc plus d'une collectivité sur 3 qui nous dit on a commencé courant 2024 à tester des IA. Alors, on va voir ce que ça veut dire, des IA. Il y a différentes formes d'IA. On m'entend toujours. Tester des IA, 36%, et 15% qui nous rajoutent on n'a pas encore commencé à le faire, mais on va le faire dans les 12 prochains mois. Ça veut dire que probablement, début 2025, on aura plus d'une collectivité sur 2 qui, au moins pour voir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, au moins pour voir? Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri que ça produise des choses bien. Ça veut dire qu'on ne veut pas laisser passer l'opportunité que des systèmes améliorent de façon significative l'impact de l'action publique telle qu'elle est aujourd'hui organisée, telle qu'elle est gérée, telle que vos services fonctionnent. Dans ce chiffre de 51%, il est en vérité évidemment différent d'une collectivité territoriale à l'autre, et même le 36%. 36%, c'est pour la moyenne des collectivités. Pour les régions, c'est 75%. Pour les métropoles, c'est 62%. Et pour les communes de moins de 10 000 habitants, on est passé en un an de quasiment 0 à 14%. Alors pour faire quoi? Utiliser des IA. Ce que je vais vous présenter là, c'est un premier recensement de projets relativement avancés. Ce n'est pas juste des idées, ou alors c'est des idées que j'appelle moi en germination avancée. On a commencé à y travailler, à regarder comment ça pourrait fonctionner, quels étaient les systèmes disponibles, des projets, des idées d'utilisation de l'IA dans l'action publique territoriale, dans plein de domaines. Le domaine juridique, la production juridique. Beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu parler aujourd'hui de systèmes d'IA qui, demain, peut-être, pourraient nous aider à rédiger des délibérations. De systèmes liés à la gestion des finances publiques, par exemple des outils de contrôle pour la facturation, pour gagner du temps. Des systèmes liés aux ressources humaines. On a dans pas mal de collectivités aujourd'hui cette idée que, après tout, peut-être que les chatbots, les fameux robots conversationnels, pourraient servir en interne, comme par exemple un outil pour renseigner, informer les agents de leurs droits, plutôt que d'avoir des collègues aux ressources humaines en charge de tout ça. La commande publique, ça c'est un très beau sujet. D'ailleurs, j'ai fait le tour du salon à côté hier. Il y a aujourd'hui des entreprises qui nous disent on va vous proposer des IA qui vont vous permettre à vous, collectivités, alors d'abord de rédiger plus rapidement vos cahiers des charges. Deuxièmement, un peu plus sophistiqué, d'analyser les offres des entreprises, ce qui pourrait nous permettre de préparer des rapports de commission d'appel d'offres. Mais attention, les mêmes entreprises vendent des intelligences artificielles aux entreprises pour qu'elles répondent aux appels d'offres. Le jour où des IA parleront aux IA en matière de commande publique, on aura un petit sujet. Mais ça n'est pas que ça. On a énormément d'autres domaines. Par exemple, alors je l'ai appelé la Smart City, la ville connectée, territoire connecté, tous les métiers traditionnels qui étaient ceux de cette histoire de Smart City, les métiers que moi j'appelle les métiers de flux, la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, la gestion des mobilités, la gestion des déchets, qui sont des métiers qui produisent de plus en plus de données dans leur exploitation, sont aujourd'hui susceptibles d'avoir recours à l'IA pour de l'optimisation, de l'amélioration. Un système d'éclairage dit intelligent, lorsqu'on a remplacé les anciennes ampoules à incandescence par des LED et que l'on a du pilotage par la donnée, on va faire des économies d'énergie, ça c'est substantiel. Si on met de l'IA, est-ce que ça va permettre de faire encore un peu plus, d'avoir un gain marginal supplémentaire en matière d'énergie? Vous avez de l'IA aujourd'hui sur la gestion du patrimoine. Un certain nombre de collectivités testent des systèmes d'optimisation des consommations de chauffage, d'énergie. Parfois, ce sont les opérateurs qui le font pour votre compte. Parfois, vous ne le savez pas qu'on a commencé à mettre de l'IA dans des systèmes. Et ça peut poser une question quant à la manière dont les données de votre collectivité sont exploitées. On utilise de l'IA aussi, on commence à utiliser de l'IA sur des sujets d'urbanisme pour faire de la modélisation
des futurs PLUI avec ou sans ZAN renforcé. Mais ça, je crois que c'est un autre débat du jour dans une autre salle. On commence à avoir des outils autour, par exemple, du sanitaire et social, de la santé. Dans le social, aujourd'hui, on a des algorithmes qui peuvent être utilisés, en tout cas en phase de test. Je vais y revenir dans un instant. On parle plutôt là de tests que de projets aujourd'hui opérationnels et en exploitation. On dit dans notre jargon en production dans des collectivités. Mais on va avoir des algorithmes, par exemple, qui vont permettre de faire de la modélisation du parcours d'un certain nombre de bénéficiaires d'aide sociale. Alors ça a deux objectifs. Soit on les utilise pour faire ce qu'on appelle de la modélisation du non-recours, pour pouvoir identifier des familles qui pourraient être bénéficiaires d'un certain nombre d'aides et qui aujourd'hui n'y ont pas accès. On a des expériences aujourd'hui, par exemple dans le cadre de la politique de la ville, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Data et Quartier, on a pu modéliser le non-recours à la C2S pour pouvoir aller chercher des familles qui pourraient avoir des problématiques de santé faute de couverture de mutuelle, pardon. Mais ces mêmes algorithmes peuvent être aussi utilisés pour modéliser, par exemple, pour faire de la chasse à la fraude. C'est les mêmes outils, les mêmes systèmes qui peuvent être utilisés avec de l'intelligence artificielle pour en améliorer l'efficacité. On voit des choses aujourd'hui sur la mobilité, bien sûr. Il y a de plus en plus de données. Est-ce que, par exemple, dans vos communes, vous pouvez ou pas récupérer les données de Waze et, le cas échéant, utiliser des outils pour les analyser qui, pour certains, comporteront de l'intelligence artificielle? On voit aussi, bien sûr, de nombreux projets qui parfois font polémique et débat liés à la sécurité. On utilise les images des caméras de vidéoprotection et avec des intelligences artificielles, on analyse ensuite ces images. Vous savez que c'est des sujets qui sont en test dans de nombreux endroits. L'idée, c'est de vous présenter, de ne pas rentrer dans le détail, c'est de faire les choses de façon un petit peu impressionniste, mais je vais quand même m'arrêter sur du contenu détaillé sans avoir éludé un autre sujet très important, et peut-être le ministre aura-t-il des choses à vous dire sur ce point-là, parce que l'État y réfléchit beaucoup pour vous, c'est la question de savoir si on met de l'IA en relation directe avec les usagers, et notamment si on met des IA derrière les guichets pour aider les agents publics qui répondent aux usagers qui viennent les voir, par exemple pour accéder à beaucoup plus de données, beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Vous avez peut-être entendu parler de cette intelligence artificielle qui s'appelle Albert, qui est un espèce de service public.fr 4.0 doué d'intelligence artificielle que l'on commence à implémenter dans les maisons France Service, ou est-ce qu'on va remplacer des agents au guichet par des IA qui seront capables de dialoguer avec nos concitoyens et ce faisant peut-être supprimer, économiser, on regarde le sujet comme on le veut, un certain nombre de postes d'agents publics. J'y reviendrai peut-être en conclusion. Alors, aujourd'hui, en 12 mois, nous avons, dans nos travaux, recensé près de 250 projets. Ils ne sont pas tous là sur les 5-6 diapositives que j'ai présentées. Près de 250 projets d'utilisation de l'IA, vous le voyez, dans des métiers extrêmement variés de l'action publique territoriale et dans des collectivités de toute taille. Ça, c'est un point important sur lequel je vais revenir parce que la diffusion, ou en tout cas l'envie d'essayer ces technologies, ne respecte pas la courbe d'apprentissage qui est celle de nos territoires dans l'histoire du numérique. Je parlais de Smart City tout à l'heure, les projets de territoires connectés, ils ont commencé dans les grandes métropoles. Et 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans après, les coûts diminuent, ça devient plus accessible et on commence à les utiliser dans des collectivités à taille humaine, dans d'autres périmètres. Eh bien, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est en train de faire irruption dans les services publics de façon assez simultanée, quels que soient les territoires, parce qu'elle fait irruption dans notre société. Et le service public, il n'est pas sous cloche. Le service public, il n'est pas en retard, y compris par rapport aux entreprises. Il faut qu'on se le dise et qu'on en soit fier. Et aujourd'hui, ces projets sont présents dans des territoires donc de plus en plus nombreux, vous l'avez vu, près d'1 sur 2, probablement en 2025, auront au moins essayé ces systèmes. Alors voilà, j'ai pris la moitié du temps qui m'a été donné et je ne vous ai pas dit ce que c'est l'intelligence artificielle. Parce que derrière tout ça, il y a en vérité des systèmes d'intelligence artificielle qui sont différents les uns des autres. Ce dont on parle le plus, ça a été évoqué dans le propos introductif, c'est l'IA générative. Une intelligence artificielle capable de produire directement du contenu, des discours,
mais également des courriers adressés aux usagers peut-être, des analyses, les rapports d'analyse d'offres dont je vous parlais tout à l'heure, etc. Sauf que ça n'est qu'une partie, et c'est la partie émergée de l'iceberg, celle dont on nous parle beaucoup depuis 18 mois, depuis l'irruption de ChatGPT dans notre société. Or, ça n'est que le dernier avatar de ce que l'on appelle de l'intelligence artificielle. Je m'y arrête quelques instants. L'IA, ce sont des systèmes informatiques dont l'objectif est de ressembler le plus possible à de l'intelligence humaine, de simuler les processus qui sont ceux de l'intelligence humaine, y compris avec de l'apprentissage. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Et pour illustrer cela, je vais vous prendre un exemple qui va vous parler, quelle que soit la taille de votre commune. Nous avons aujourd'hui en test assez avancé, des IA qui servent à modéliser de façon prédictive la fréquentation des cantines scolaires. L'objectif, c'est de savoir, ce fut mon métier en collectivité, de gérer une cuisine centrale en liaison froide, dans le sud de l'Île-de-France. Dans les équipes que j'encadrais, il y avait des collègues en charge de prévoir le nombre de repas. Dans des communes, c'est la grande majorité des communes, on inscrit les enfants à la cantine le matin en arrivant. Il faut prévoir le bon nombre de repas. On ne peut pas prendre le risque d'en prévoir pas assez, donc on en prévoit toujours un peu trop, et ça génère du gaspillage alimentaire et des surcoûts. Et on a des collègues dont le job est de prévoir le plus finement possible les variations de fréquentation de cantines scolaires, sachant que le motif numéro 1 de variation de la fréquentation des cantines, vous le connaissez bien, c'est les menus. Le jour où il y a des frites, il y a plus d'enfants, et ça, pas besoin d'intelligence artificielle pour le savoir. Le sujet qui nous est proposé, c'est de se dire, est-ce qu'une intelligence artificielle, à partir de données importantes sur la fréquentation de la cantine dans les années qui précèdent, va être capable de prévoir plus finement, plus rapidement et mieux que nos systèmes traditionnels la fréquentation et nous fournir tous les jours les quantités à produire. Et ça, c'est ce qui sert pour mettre de l'IA dans l'arrosage automatique, dans la circulation automobile, dans la gestion de vos patrimoines. Dans les nombreux exemples que j'ai affichés de façon un peu impressionniste là, plus de la moitié, ça n'est pas de l'IA générative. Par contre, l'IA générative, c'est autre chose. C'est une IA qui a ingéré tellement de données, et vous savez que ChatGPT, au départ, c'est en gros tout le contenu d'Internet jusqu'en 2021, qu'elle est capable de régénérer du contenu qui va être du texte, de l'image, etc. Et là, c'est waouh. Et ça, on va se le dire clairement, ça interpelle, ça interroge. Et on se demande comment est-ce que tout ça est bien sérieux? Est-ce qu'on peut faire confiance à tout ça? Et ça pose un certain nombre de questions en termes d'enjeux. On a posé dans le baromètre la question aux collectivités. On a séparé celles qui ont commencé à faire de l'IA et celles qui n'ont pas commencé. Quels seraient les freins ou les précautions à prendre avant d'utiliser de l'intelligence artificielle? Il y a un sujet très important et ça a été très clairement dit par Patrick Molinoz, le problème du manque de compétences. Est-ce qu'on a les équipes pour installer et déployer des IA? Pour comprendre déjà comment ça marche. Parce qu'on est responsable vis-à-vis de nos concitoyens. On ne va pas déployer des systèmes dont on n'est pas capable d'expliquer ensuite comment ils fonctionnent. Ça, c'est un enjeu majeur. Il y a des problèmes de temps, des problèmes de coût. Il y a un problème de confiance. 47% des collectivités nous disent on n'est pas sûr d'avoir confiance dans la manière dont fonctionnent ces systèmes. En conséquence de quoi? En responsabilité. En tant qu'élus, nous ne souhaitons peut-être pas les utiliser. Vous voyez que celles qui ont commencé à s'en servir, le manque de confiance est passé de 47 à 38%. Ça veut dire que même quand on a commencé à s'en servir, on a encore des questions à se poser. Et il y a un autre chiffre sur lequel j'attire votre attention. C'est l'accès aux données. Quand on demande aux collectivités qui n'ont pas débuté l'IA, est-ce que l'accès aux données peut être un problème? Elles nous répondent oui à 19%. Et celles qui ont commencé nous répondent oui à 38%. Tous les systèmes d'intelligence artificielle qui sont proposés, et qui sont très nombreux sur le salon à côté, nous apportent des promesses et des perspectives d'impact et de changement significatifs sur la façon de rendre le service public. Et c'est probablement vrai pour un certain nombre d'entre eux à moyen terme. Je reviendrai sur cette distinction. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que pour que ces systèmes qu'on vous présente en démonstration et qui marchent bien, aient un impact réel et fonctionnent bien dans votre commune, il faut pouvoir les alimenter avec les données de votre territoire. Et ces données, si elles n'ont pas été organisées en amont, dans notre jargon on dit orchestrées, préparées, s'il n'y a pas eu une forme de gouvernance de la donnée, une vision politique au bon sens du terme des usages que vous voulez faire de la donnée, il sera très difficile d'installer des systèmes d'IA qui produiront des performances sur votre territoire
c'est vrai pour tous les sujets, à la hauteur des promesses qui nous sont faites. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une étape où il y a des surpromesses. On se dit, waouh, ça va nous permettre probablement de faire ça, ça et ça. Et pour l'instant, nous avons plutôt une sous-réalisation. Les collectivités qui ont commencé depuis un an à avancer assez solidement sur les sujets d'IA testent des choses, apprennent énormément de choses. Donc il faut y aller, il faut le faire. Mais elles constatent que les promesses ne sont pas complètement au rendez-vous aujourd'hui et qu'elles ont notamment un travail à faire sur leurs propres données. Alors, pour m'approcher de la conclusion, vous dire aussi qu'avant de se lancer, il y a sans doute quelques questions à se poser. J'en retiendrai 4. La première, et ça va peut-être vous paraître banal, mais c'est est-ce que l'IA qu'on me propose d'utiliser, ou l'idée que j'ai d'utiliser, est-ce qu'elle va être vraiment utile? Parce que des IA qui marchent, des modèles mathématiques qui marchent, mais qui servent à rien, il y en a plein. Est-ce que l'IA va être vraiment utile? Je reprends mon exemple des cantines. Si vous êtes dans un territoire où on inscrit les enfants à la cantine à l'avance, on n'a évidemment pas besoin d'une IA de modélisation, de fréquentation. Mais il y a plein de sujets sur lesquels l'IA, un système informatique sophistiqué, peut être coûteux, consommateur en énergie, n'apportera pas plus qu'un système sans IA. Ça peut paraître bateau, mais il faut mieux se poser quand même la question. Deuxièmement, je parlais d'énergie. Est-ce que les IA qu'on nous propose et qu'on voudrait utiliser sont soutenables d'un point de vue environnemental? L'impact environnemental, la consommation énergétique de certains de ces systèmes est absolument affolante. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est y compris Sam Altman, le patron d'OpenAI qui a inventé ChatGPT. Vous avez vu qu'un certain nombre de grands groupes envisagent de racheter ou de construire eux-mêmes des centrales nucléaires pour faire tourner ces systèmes. On a aujourd'hui un enjeu de soutenabilité globale de ces systèmes. Il y a en revanche ce qu'on va appeler des petits modèles d'IA, des outils qui font de l'intelligence artificielle, qui consomment beaucoup moins, mais encore faut-il les identifier, encore faut-il les maîtriser et pouvoir les utiliser. On a même un référentiel aujourd'hui qui s'appelle un référentiel d'IA frugal, ça peut paraître antinomique. J'attire juste votre attention sur un point, certains d'entre vous sont peut-être concernés, c'est que toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants, à partir du 1er janvier 2025, c'est obligation d'avoir une stratégie numérique responsable sur une trajectoire carbone décroissante sur le numérique. Installer des systèmes d'IA quand on s'inscrit dans cette trajectoire, ce n'est pas une mince affaire. Troisième question, est-ce que les systèmes d'IA que l'on va installer, on peut leur faire confiance? Et là, il y a aujourd'hui des réponses. Il y a des réponses techniques. Confiance sur la protection des données personnelles, confiance sur les biais et les erreurs. Vous avez tous lu des articles sur le fait que certains systèmes d'IA ont pu générer ici des erreurs manifestes. En matière d'IA générative, on appelle ça des hallucinations. Ici, des biais qui peuvent y compris générer de la discrimination. Comment est-ce qu'on s'assure qu'un système d'IA ne fait pas d'erreur? Alors d'abord, on ne peut pas s'assurer qu'il ne fera jamais d'erreur. Les systèmes d'IA, c'est des systèmes, comme je disais tout à l'heure, qui simulent l'intelligence humaine. Ils ont une part d'erreur par construction. C'est des modèles mathématiques qui reposent sur des probabilités et de la statistique. Ce n'est pas des choses magiques, il n'y a pas d'IA magique, mais c'est des systèmes qui, tels qu'ils sont construits, font des erreurs. Et donc la question, ce n'est pas de savoir si on peut limiter, si on peut supprimer ces erreurs, c'est comment on peut superviser une IA. Quand on met une IA en place dans le service public, il faut qu'on ait un système de contrôle. Est-ce que vous avez dans vos équipes aujourd'hui des collaborateurs capables de superviser des IA? Ça, c'est un enjeu tout à fait important. Quatrième question, est-ce que cette IA, elle est, dans notre jargon, on appelle ça capacitante? Est-ce qu'elle va apporter des choses en plus auprès des collaborateurs pour leur permettre, les fonctionnaires territoriaux, de mieux gérer, de mieux travailler, d'être plus à l'aise avec un certain nombre de sujets, de s'en saisir, ou est-ce qu'au contraire, ces IA vont avoir un impact négatif sur les métiers territoriaux? Ça, c'est un point important qui n'est pas simple à analyser. Il y a beaucoup de... On nous a dit tout et son contraire en peu de temps. On nous a dit que l'IA allait supprimer des milliers d'emplois et puis que maintenant, en fait, l'IA allait nous obliger ou avoir pour impact d'en créer. Ce n'est pas des sujets très simples. Et d'ailleurs, on a posé la question, et ça sera ma conclusion, dans le baromètre aux collectivités qui ont démarré, de leur dire mais pourquoi est-ce que vous voulez utiliser de l'IA? Et là, ça peut sans doute vous paraître assez logique. La réponse première, c'est on veut d'abord utiliser ces systèmes pour améliorer l'efficacité et l'impact de nos politiques publiques. Et la question de savoir si on veut les utiliser pour faire des économies budgétaires n'arrive. Le questionnaire a été administré en juin-juillet. Je me permets quand même de le dire, n'arrive qu'en 4e position, mais c'était déjà le cas dans le baromètre 2023 et dans le baromètre 2022. Je pense que vous êtes les uns les autres attentifs à ce que les outils améliorent l'efficacité de l'action publique. Aujourd'hui, mettre de l'IA, ça n'apporte pas, et je me permets de le dire de façon très claire, et j'en termine avec cela,
ça n'est pas un moyen immédiat de faire des économies budgétaires. Introduire de l'IA dans les collectivités territoriales, ça n'est pas aujourd'hui un outil qui permet de supprimer, d'économiser des postes, notamment sur les fonctions d'accueil au guichet. On a analysé 250 projets. Aucun d'entre eux ne conduit à ce type d'effet à court terme. Je me permets de le redire parce que la tentation est grande aujourd'hui, et peut-être le ministre vous en dira un mot, de penser que l'IA est une solution à court terme face aux enjeux budgétaires qui sont les vôtres. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Jacques. On a une petite dizaine de minutes d'échange. Le micro circule dans la salle, donc on peut répondre à vos questions. Comme d'habitude, on passe à la deuxième question tout de suite. C'était visiblement très clair. La première étant difficile. Alors, le temps que ça vous motive... Ah, ça y est, c'est parti. Excusez-moi. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, pardon, Monsieur Zolkowski, donc, je suis secrétaire de mairie pour la commune d'Osmoy, dans les Yvelines. Je reviens parce que j'étais sur le site de Data Publica. Est-ce que vous pourriez mettre, alors j'ai pris quelques photos parce que je ne voyais pas très bien de loin, les différents thèmes qui sont faits dans les mairies? C'est-à-dire au niveau utilisation de l'IA. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors aujourd'hui, pardon, puisque vous parlez du site, donc là ça apparaît, c'est un petit peu clair, mais il y a un site qui s'appelle observatoire.data-publica.eu. Vous avez toute l'enquête, il y a 80 pages sur les usages de la donnée, de l'IA, il y a aussi la cybersécurité. Et il y a également un sondage qu'on a fait auprès des Français avec Ipsos pour savoir ce que nos concitoyens, les usagers, vos électeurs, pensent de l'utilisation de la donnée et de l'IA pour le service public. Je vais vous répondre ensuite, mais je me permets de vous le dire, une chose importante, nos concitoyens sont inquiets de la diffusion massive des données dans tous les pans de notre société. Nos concitoyens sont de plus en plus inquiets face à l'intelligence artificielle, peut-être parce qu'il y a beaucoup de polémiques qui ont été lancées sur le sujet. En revanche, ils vous font confiance. Et ça, c'est une constante, ce baromètre. On a posé ces questions-là depuis 2019 dans d'autres cénacles. Les Français ont confiance dans les pouvoirs publics locaux à plus de 66% pour les communes et les intercommunalités sur la manière dont vous utilisez leurs données. Une mairie, ce n'est pas Facebook et nos concitoyens le savent. Vous ne collectez pas des données pour les revendre. On pose la même question aux États-Unis. Les habitants n'ont pas confiance dans le service public, y compris le service public local. Donc cette confiance, c'est un acquis pour vous, pour travailler sur ces sujets, mais il faut la garder, cette confiance. Et il y a des questions sur les méthodes. Par rapport à votre question sur les usages, aujourd'hui, le baromètre montre que l'intelligence artificielle, comme la data, est utilisée dans tous les métiers des collectivités territoriales. Le sujet qui monte beaucoup concernant l'IA sur l'année 2024, c'est la gestion administrative interne, la production de contenu. Et ça, c'est l'effet très direct de l'arrivée des IA génératives, et notamment de ChatGPT ou de ses versions françaises. Écoutez, j'allais dire, la présentation était claire, peu de questions à ce point. Par contre, le second temps de notre point d'information, ce sont des exemples concrets qui vont sans doute susciter des interrogations, des questions de votre part. Patrick, tu engages la partie. Je retiens parmi les nombreux éléments évoqués par Jacques, le dernier, c'est-à-dire ne pas imaginer que l'intelligence artificielle va nous permettre de faire des économies, même si c'est un de nos sujets de préoccupation majeurs aujourd'hui. J'ajoute que ce n'est pas simplement l'intelligence artificielle qui pourrait nous faire des économies et qui nous en fera pas faire dans un premier temps, mais c'est le numérique en général. C'est assez difficile pour nous d'intégrer, par exemple, que la question que nous avons abordée à plusieurs reprises pendant le congrès, celle de la cybersécurité et de la protection de nos systèmes, coûte. Ça coûte et ça coûtera. Donc c'est un impératif qu'il faut intégrer dans nos contraintes budgétaires. Si on veut être protégé, si on veut que la confiance de nos concitoyens à notre égard vis-à-vis de la protection de leurs données, comme le disait Jacques là, ne se détériore pas, malheureusement, nous allons être obligés d'investir en la matière, à la fois d'investir techniquement, mais également beaucoup d'investir sur nos ressources humaines, de mieux former ou de former nos agents à de nouvelles pratiques. Ça, c'est malheureusement quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Les choses iront sans doute mieux après. L'objectif, c'est d'améliorer notre performance, notre qualité de service public. Mais pour cela, il va falloir dépenser de l'argent que parfois nous n'avons pas.
c'est une difficulté. Des arbitrages vont être à faire. Donc nous allons avoir 3 témoignages qui sont affichés. Nous avons notre collègue Guillaume Boudy, maire de Suresnes, pour une dizaine de minutes, Jacques Auberti et moi-même. Alors si on est absolument certain de tenir le timing, on le fait dans l'ordre qui était prévu. Sinon, c'est moi qui commence, que je ne peux pas louper mon Eurostar. Si on tient, alors on y va. Non, mais vas-y. Donc on commence par Guillaume Boudy et ensuite nous aurons Jacques Auberti, parlementaire désormais, mais élu local reconnu dans le domaine du numérique. Jacques, à toi. Bien, merci à tous. Guillaume, pardon. Bonjour à tous et toutes. Je mets un petit minuteur du coup pour tenir le rythme. Voilà. Alors, Suresnes, c'est une ville de 49 000 habitants qui est entre le Mont-Valérien et la Seine, face au Bois de Boulogne, pour ceux qui sont venus de nos régions. Alors, nous, on s'est lancé effectivement dans l'aventure depuis mai dernier. Vous voyez, c'est récent, même si le sujet est monté déjà, avec un colloque qu'on a organisé avec acteurs publics qui s'appelle l'IA et ma ville à Suresnes. Et on a reçu un gros succès, puisqu'il y avait près de 300 personnes présentes, et de tous les secteurs, à la fois du conseil, mais aussi des grands opérateurs, mais aussi des collectivités. Et au fond, pourquoi on s'est lancé dans cette aventure? Parce qu'on a vu arriver la vague. Moi, il se trouve que j'ai été secrétaire général pour les investissements, donc France 2030, PIA. On a beaucoup financé ces affaires-là depuis pas mal d'années. Et donc, il ne fallait pas qu'on soit en retard au rendez-vous, d'autant que ça vient répondre en fait à des vraies questions que se posent les élus locaux, qui sont comment faire face à une demande de plus en plus pressante de nos concitoyens, qui demande plus de personnalisation, plus de rapidité dans la réponse aussi, plus de fiabilité, et dans une extension du champ d'intervention des collectivités locales qui touchera à ses limites compte tenu des contraintes budgétaires qui nous touchent, mais nous, on est là pour servir les citoyens, donc on essaie de trouver des solutions. L'IA peut nous en apporter un certain nombre. Je vous donne un exemple qu'on est en train de plus qu'expérimenter, puisque c'est en place depuis cet été, qui est un guichet unique qui centralise toutes les demandes des citoyens, parce que vous savez que en France, on a l'habitude de se dire on s'adresse à un guichet, on nous dit non, allez chez l'autre, c'est l'autre service. Et puis la complexité du back-office dans nos villes conduit à envoyer les gens faire des pèlerinages interservices incessants. Donc on a tout centralisé sur un seul numéro en journée, qui est tenu par des hommes et des femmes, et ça on y tient, parce que ça c'est évidemment la grande menace, c'est qu'on n'ait plus affaire qu'à des machines qui vous répondent. Et alors ce qui se passe, c'est que évidemment nos agents, ils ne sont pas omniscients, ils ont eu une carrière, ils connaissent certains services, mais ils ne les connaissent pas tous. Et donc ils sont au moment où le téléphone sonne, qu'ils décrochent, le système a prévenu évidemment celui qui appelle, qui va être écouté par une intelligence artificielle et qui va l'accompagner dans sa question. Et au moment où le citoyen appelle le service de la ville, le standard, il est automatiquement, le système d'intelligence artificielle va chercher dans nos bases de données des éléments de réponse. C'est-à-dire qu'il qualifie la question et il fait apparaître sur un écran pour l'opérateur déjà un certain nombre d'éléments de réponse, ce qui fait que l'opérateur peut tout de suite apporter une réponse immédiate. S'il ne trouve pas la réponse immédiate, il lui propose immédiatement un rendez-vous ou une bascule sur un agent du service compétent. Là, on est plus dans un système plus classique. Comme on a évidemment, nous notamment dans les zones très fortement métropolitaines, des gens qui bossent tard le soir, les transports en commun, je vous passe les détails, même quand il n'y a pas de neige. Et donc, les gens veulent pouvoir accéder au service public à toute heure, quelle que soit l'heure du jour et le jour de la semaine, y compris pendant les jours fériés. Bon. Et donc, quand le service ferme, à 18h30, on bascule sur un système qui est un système de voice bot qui va vous interagir avec vous, vous posez la question, le système vous répond verbalement, avec une voix synthétique évidemment, et essaie de vous apporter les réponses. Si vous ne trouvez pas la réponse, il vous propose un rendez-vous avec le service compétent. Bon. La deuxième possibilité, c'est d'y accéder par un chatbot sur le site internet qui apportera évidemment la même réponse que le voicebot. Il y a juste une médiation différente, soit par l'écrit, soit par l'oral. Donc voilà, c'est typiquement un type de réponse qu'on peut apporter. La deuxième préoccupation, au-delà de rendre un meilleur service, c'est de donner de la valeur ajoutée aux travaux de nos agents. Et c'est qu'ils soient qualifiés, y compris pour leur parcours professionnel. Parce que demain, des agents ou des salariés qui ne sont pas familiarisés avec les questions d'intelligence artificielle seront malheureusement handicapés dans leur parcours. Et donc on a une obligation d'embarquer nos agents
dans cette affaire. Nous, on a 1000 agents. Alors, bon, il y a des agents qui sont au contact dans les cantines, dans les écoles, dans les crèches. Alors, eux, le sujet de l'IA va arriver plus progressivement. Mais pour toutes les fonctions support ou les fonctions plus administratives, type effectivement urbanisme, que vous évoquiez, M. Priol, on va avoir besoin de les embarquer assez rapidement, donc de les faire monter en compétences. On a organisé, nous, par exemple, déjà un séminaire avec les élus et les agents sur l'IA pour dire c'est une affaire qui concerne tout le monde, les élus comme les agents. Et donc, on va mettre en place un système de formation de nos agents pour les débarrasser aussi d'un certain nombre de tâches répétitives qui n'ont plus d'intérêt, qui de toute manière vont disparaître. Et donc, il faut vraiment l'anticiper. Et un des maîtres mots, c'est, alors dans un mauvais langage administratif, c'est la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Oui, on va avoir un sujet de compétences et d'emploi à terme. Et donc, il faut éviter la déqualification d'un certain nombre de nos agents et leur permettre aussi demain, comme je le disais, de faire des parcours à l'extérieur et qu'ils aient des capacités, des compétences. On a un sujet d'attractivité, aussi des talents, parce qu'on a besoin d'attirer des talents. Et donc ça, c'est le sujet plus général de la fonction publique, qui est comment on les attire, comment on les paye, comment on leur donne des perspectives dans des sujets comme ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir une vraie stratégie d'IA dans une commune ou dans une intercommunalité ou un département ou une région, ça permet aussi de donner des perspectives et envie à des jeunes qui ont ces compétences de venir faire un parcours qui n'est pas simplement une impasse professionnelle pour eux. On évoquait, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que l'IA peut apporter aussi un véritable valeur ajoutée en termes d'accessibilité pour le handicap, évidemment, puisqu'on arrive à avoir des médiations qui sont soit orales, soit visuelles, chose qu'on ne peut pas toujours faire aussi facilement, simplement avec un accueil humain. La question du coût est un sujet, évidemment, merci de l'avoir rappelé. Ça n'est pas la panacée, on en parle en permanence. Vous avez entendu au Congrès, évidemment, c'est devenu une ardente obligation. Néanmoins, il y a quand même de l'efficience derrière, parce que si on gagne sur des tâches répétitives, on va pouvoir utiliser nos agents à d'autres choses où on n'aura pas besoin de recruter peut-être demain pour combler ce besoin nouveau. Voilà. Donc il y a des avantages. Il y a notamment, et je vous renvoie à quelques rapports de la Cour des comptes à lesquels j'ai le plaisir d'appartenir, on a fait des rapports sur notamment l'IA à Bercy. Et on démontre effectivement, enfin on montre, parce que nous on ne démontre rien, on montre que Bercy a fait des économies, sans trop le dire d'ailleurs, parce que c'est un sujet de dialogue social un peu compliqué, mais a fait des économies grâce à la mise en œuvre notamment du contrôle fiscal. Alors c'est pas un truc très sympa, mais du contrôle fiscal automatisé qui permet de préparer au fond, d'identifier les bons contrôles fiscaux. Voilà. Et donc ça évidemment, ça fait gagner beaucoup de temps, et d'ailleurs ça s'est vu dans les effectifs de la DGFiP, qui est un des plus gros contributeurs à la baisse des effectifs de Bercy et de l'État ces dernières années. Voilà. Donc il y a des exemples où ça peut marcher. Ça n'est pas la solution miracle, mais bon. Ensuite, sur la sécurité, il y a un sujet effectivement qui est comment nos données ne sont pas, et les données de nos citoyens ne sont pas dispersées dans la nature. Et ça, c'est la condition pour que la confiance soit maintenue. Le premier écart à cette devoir de confiance, c'est un peu la perte du système. C'est-à-dire que si on perd la confiance du citoyen face à ces technologies, on va mettre des années à les remonter. Donc il faut qu'on y aille de manière déterminée, mais avec quand même beaucoup de prudence sur les risques qui peuvent être encourus. Il y a des sujets qui nous dépassent, qui sont les clouds souverains, parce que toutes ces IA fonctionnent sur des clouds qui sont extérieurs à nos collectivités. On a rarement, nous, un cloud interne. Et donc là, il y a un sujet qui est plutôt celui du ministre Kasbarian et de l'État numérique, qui est comment on garantit, on donne accès à des collectivités, à des clouds qui soient sécurisés, notamment avec la nouvelle norme SecNumCloud qui existe désormais. Voilà, je ne veux pas être plus long parce que j'ai presque terminé. Je voulais vous dire qu'on expérimente quelque chose d'assez intéressant pour la démocratie locale. Elle est en test parce qu'il faudra qu'on ait l'autorisation de la préfecture ensuite. C'est le compte-rendu intégral et analytique de nos conseils municipaux par l'IA, ce qui permettra à des habitants, plutôt que de se fader des PV papier dans lesquels c'est difficile de trouver l'info parce que bon, les débats peuvent être un peu longs dans des conseils municipaux, qui pourront, de manière avec des outils de recherche, trouver immédiatement les sujets qui les intéressent et sur l'ensemble des conseils municipaux.
et ceci très rapidement. Voilà, ça c'est aussi, alors c'est un outil que donnent les majorités municipales aussi à leur opposition, mais c'est ça la démocratie. Il faut aussi donner les moyens à l'opposition d'avoir une opposition constructive et documentée et renseignée, parce que souvent ça peut ne pas être le cas. Bon, voilà, je ne vais pas polémiquer sur le sujet. Et puis dernière chose qui me paraît vraiment importante, c'est la fracture numérique. Moi j'ai la chance, je trouve que j'ai été élu dans un petit village des Alpes-Maritimes, 3000 habitants. On n'avait évidemment pas les moyens de se payer quoi que ce soit en termes d'IA. On avait 10 agents max. Et donc là, l'IA, c'est un sujet qui nous dépasse assez largement. Et donc là, on a un vrai sujet de fracture numérique entre une ville de 49 000 habitants qui a 1000 agents et qui peut se payer, entre guillemets, quelques data spécialistes et une petite commune. Et donc ça, c'est une vraie responsabilité collective que nous avons, nous, les communes, les intercos, et puis aussi l'État à travers la DINUM, la DITP, qui sont les grandes directions qui s'occupent de tout ça. J'entends malheureusement la sonnerie qui a un truc, et je pense que j'ai quasiment tout dit, et je cède bien volontiers la parole à mon successeur. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci à Jacques, l'Association des maires de France. On me fait signe que le ministre arrive. Le ministre arrive. Peut-être qu'on attend 30 secondes si jamais il est vraiment là, qu'il ne t'interrompt pas, mais 10, 9, 8. Explique qui tu étais avant d'être parlementaire. Oui, alors je suis tout nouveau parlementaire depuis le mois de juillet, mais voilà, j'ai été maire pendant une bonne vingtaine d'années, président d'intercommunalité pendant une dizaine d'années, et ce qui sans doute a fait l'objet aussi de cette invitation, et je remercie l'Association des maires. Alors j'ai été président d'une intercommunalité qui fêtera sa 50e année l'an prochain, qui a sur son territoire un écosystème numérique extrêmement fort, et qui a toujours poussé en fait la collectivité à se positionner sur les questions d'innovation, en essayant autant que faire se peut d'anticiper les questions qui se poseront demain aux élus locaux, aux citoyens, aux entreprises, aux agents des collectivités territoriales et à leurs représentants. Et donc, dès que nous avons vu apparaître cette pression énorme, exercée notamment par les médias sur le citoyen concernant l'intelligence artificielle, plutôt que de se dire nous allons ensuite subir effectivement cela, nous nous sommes posé la question de définir un réel projet politique sur l'intelligence artificielle, après avoir passé à peu près une dizaine d'années à définir aussi nos politiques en matière de numérique inclusif, de numérique responsable. Donc nous ne partions pas de rien, avec une réelle stratégie, mais pour autant avec cette pression qu'exerçait effectivement la société sur le citoyen, sur les élus locaux, voire même les fournisseurs de services. Et cela sera de plus en plus le cas. Nous nous sommes dit qu'il était important de mesurer le changement que cela allait provoquer, qu'il était important aussi de garder la main, donc de définir un projet politique permettant de choisir l'IA qui nous intéresserait demain, en ayant une méthode, autant que faire se peut, une méthode scientifique partant de l'expérimentation. Vous savez, dans les collectivités, on considère souvent qu'on expérimente et puis après, on laisse filer et cela s'installe sans pour autant qu'on ait réellement évalué. Là, nous avons, entre nous, réalisé un pacte en disant nous allons effectivement expérimenter, certes, sensibiliser, former, mais surtout évaluer. Et comme l'intercommunalité que je présidais n'est pas énormément dotée de moyens, comme beaucoup d'intercommunalités, comme beaucoup de communes d'ailleurs, 36 communes sur notre territoire, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument rechercher tous les partenaires nous permettant de faciliter notre travail. Et les partenaires, nous n'en manquons pas. Nous avons travaillé évidemment avec Civiteo et je remercie Jacques Priol de ses interventions, mais nous avons travaillé aussi avec Equitia, donc, qui avait été créé au moment de l'application de la directive Inspire sur la question de la data. Nous avons travaillé avec bien des partenaires locaux, nous permettant effectivement de créer un écosystème pour pouvoir avancer sur ces questions de l'IA. Monsieur le ministre, est-ce que je poursuis ou... Oui, on ne change rien. Hein. En considérant qu'il fallait donc définir une méthode, il fallait définir des cibles, à notre sens 4 cibles. Évidemment les élus,
acculturer les élus, les agents, leurs représentants et donc les organisations syndicales qui devaient absolument être dans la dynamique. Évidemment, les citoyens, un gros travail sur le territoire auprès des citoyens, et puis le monde économique, l'ensemble des entreprises, des artisans, les commerçants qui seront aussi largement concernés par ces questions-là, pour que nous puissions déterminer demain quelle IA nous choisirons pour faire avancer notre territoire, avec un certain nombre de principes politiques en amont. Très important d'ailleurs de les définir sans forcément bien connaître ce que peut apporter l'IA. La question de l'éthique, la question de la sécurité des données, évidemment la question aussi du respect des métiers et de leurs évolutions, l'amélioration des conditions de travail, l'efficacité dans le traitement, la question bien évidemment des montées en compétences, de l'expertise, de la maîtrise des algorithmes, de la régulation, de la qualification des modèles à la fois de données et des modèles algorithmiques pour faire en sorte que l'IA soit une IA de confiance, une IA choisie sur le territoire. Et à cet égard, il existe de très nombreux partenaires qui sont prêts effectivement à accompagner les territoires, tout en considérant qu'il ne fallait pas rester uniquement sur des éléments de langage, mais bien évaluer avec des actions concrètes ce que l'IA pouvait amener dans nos collectivités territoriales et sur nos territoires. Pour cela, donc, nous avons établi un plan d'acculturation à l'IA avec des grands groupes de travail. Nous avons travaillé auprès des agents, des organisations syndicales, je l'ai dit, avec des méthodes, la bataille de l'IA, un peu comme on peut trouver dans le numérique avec les fresques, donc amenant évidemment les agents à découvrir et à mesurer ce que l'IA pouvait apporter dans leur métier, des témoignages. Nous avons travaillé avec la SNCF, avec la Poste, avec l'URSSAF. La question des élus, l'intervention de Jacques Priol a été très bénéfique, mais aussi l'accompagnement d'une structure qui s'appelle Equitia, des cas très concrets. Nous sommes compétents en matière d'eau sur le territoire. Et vous savez qu'il y a un vrai combat des élus, c'est diminuer les fuites d'eau. Et là, nous avons donc fait intervenir un modèle d'IA pour améliorer cela. En 10 jours, nous avons saisi les données d'à peu près 100 km de réseau. Cela nous a permis très rapidement de déterminer des fuites qui nous ont permis d'économiser très rapidement l'équivalent de la consommation de 950 ménages, alors même que nous avions des références où il fallait 3 à 4 fois plus de temps pour parvenir au même résultat. Donc pour convaincre effectivement les élus, les agents des collectivités du bien fondé aussi de ces démarches, la lutte contre la cabanisation avec l'IA appliquée aussi à la reconnaissance donc par rapport à des images satellites et j'en passe, les jumeaux numériques pour les bâtiments en termes de consommation énergétique. Donc tout cela a permis et permet encore, puisque nous sommes sur un plan de 16 mois, de démocratiser, de démystifier, d'enlever en fait ce phénomène de méfiance ou de défiance à l'égard de cette nouvelle technologie. Au niveau des citoyens, nous avons monté aussi en partenariat avec des associations, d'ailleurs qui ont des relais nationaux, je pense à l'association Hold Up, mais aussi avec bien d'autres, la Poste par exemple, donc des cafés IA, des démarches, des semaines du numérique auprès des collégiens, auprès des écoliers, avec des cas très concrets, avec des défis. Nous avons travaillé aussi dans le cadre du CNR éducation, donc accompagné par l'éducation nationale. Et puis avec les professionnels, au sein de notre écosystème, là aussi, donc des démonstrations, de l'expertise, des témoignages permettant aussi de montrer, et à chaque fois c'est ce que nous voulions démontrer, c'est que l'IA ne doit pas être subie. Il ne faut pas se laisser convaincre par tel ou tel fournisseur de services d'IA. Mais l'IA, ça doit bien être un choix de projet pour la collectivité. Cela doit bien être une démarche volontaire définie à l'avance, un pacte des élus vers l'ensemble d'un territoire, vers les agents, de façon à ne pas se laisser surprendre le cas échéant, ne pas se laisser déborder. Valeur aujourd'hui, nous avons formé à peu près 1200 agents de l'intercommunalité, 200 agents de l'ensemble des 36 communes. Tous les élus qui le souhaitaient ont participé aux formations, permettant
de tirer un certain nombre d'enseignements, et je vous les livre, et puis ensuite j'arrêterai mon propos. D'abord qu'il fallait absolument lever un certain nombre de freins. Les freins culturels, je pense que tout le monde le comprend, les freins structurels, compte tenu de la taille de nos collectivités, les freins financiers, bien évidemment, et notamment en matière de portage des innovations, les freins techniques avec la question des expertises, la question des compétences, la question des solutions clés en main qui vont souvent être finalement notre refuge parce que nous n'aurons pas les moyens nous-mêmes de fabriquer des systèmes, et les freins statutaires parce que nous savons aujourd'hui que les statuts, notamment de la fonction publique territoriale, sont très limités pour pouvoir embaucher, même à des niveaux de mutualisation, des experts en la matière. Et à cet égard, Monsieur le Ministre, puisque vous êtes là, je vante les mérites à la fois des appuis tels que ceux de la NCT, du CEREMA, voire même, pourquoi pas, la DINUM pourrait rentrer en ligne de compte. Et à cet égard, nous avions misé beaucoup d'espoir en Albert lorsque votre prédécesseur, Stanislas Guerini, nous avait présenté l'expérimentation. Et puis, force est de constater aujourd'hui que nous n'avons pas de retour. Alors, nous avons choisi, nous, un autre système qui s'appelle Delibia, qui est un système d'ailleurs éthique, sourcé. Nous pouvons aller regarder quelles sont les données. Nous avons, nous, commencé à intégrer l'ensemble de nos délibérations, de tous nos actes administratifs. C'est un outil fabuleux. Et d'ailleurs, s'il y avait bien peut-être en matière d'IA générationnelle un outil pour lequel nous pourrions démarrer dans nos territoires une expérimentation, ça serait celui-là. Et j'arrête là mon propos. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Troisième intervention, troisième cas concret, par l'intermédiaire donc de notre coprésident de la commission numérique, à laquelle vous êtes chaleureusement invité à vous associer. D'ailleurs, j'en profite. Patrick Molinos. Merci, militant du conflit d'intérêts public, agacé par ces histoires de conflit d'intérêts pour les élus. Donc je profite d'être le vice-président de l'AMF et coprésident de la commission numérique et aussi vice-président de la Bourgogne-Franche-Comté, au titre de laquelle je préside un organisme de mutualisation. C'est à ce titre que je vous parle là, qui s'appelle l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, qui a été créé il y a une quinzaine d'années. Alors on a changé le nom il y a 1 an et demi, 2 ans. J'avais eu un peu de nez sur la perspective d'arrivée de l'intelligence artificielle et on s'est intitulé Agence régionale du numérique parce que je regrettais à l'époque que l'agence du numérique nationale d'État ait été fusionnée dans la NCT. Cette agence avait un niveau d'efficacité assez, même très, très élevé. Maintenant, au sein de la NCT, elle fait les choses aussi très, très intelligemment. Nous regroupons 1800 adhérents sur la Bourgogne-Franche-Comté. Malheureusement, pas encore la totalité des collectivités, notamment parce que c'était une histoire bourguignonne à l'origine et la fusion des régions rend un peu plus compliqué de convaincre les collègues de l'ancienne Franche-Comté qui ont d'autres outils assez différents. Mais peu importe. Donc mon propos aujourd'hui, il est de vous dire l'importance de ces outils de mutualisation dans nos territoires. Ils sont de nature diverse, ils sont parfois portés par des régions. C'est le cas chez nous avec des participations de certains départements, malheureusement pas tous. Mais dans tous les cas, pour les petites et moyennes communes, ou pardon, pour les communes les moins peuplées, je suis moi-même maire d'une commune de 2900 habitants, alors c'est très gros par rapport à d'autres, mais c'est quand même très très petit, chers collègues, par rapport à Suresnes et beaucoup d'autres, on est très très démunis. Et si on reste seul, on n'y arrivera pas. Très, très certainement, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à maîtriser les enjeux, on n'arrivera pas à accompagner, on prendra du retard dans un domaine qui malheureusement va très 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 vite et qui va même trop vite, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Il va même trop vite, même pour les plus grandes collectivités, en réalité. Donc cette question de la mutualisation, elle est importante. Alors qu'est-ce que fait l'Agence régionale du numérique? D'abord, elle fait de la veille et de la sensibilisation. Ce n'est pas inutile, hein, ça a été déjà évoqué. Nous organisons des webinaires, nous essayons d'expliquer, de sensibiliser nos collègues et adhérents ou non d'ailleurs, et puis avec une approche effectivement un peu plus poussée en direction de nos adhérents.
Nous allons plus loin. Depuis un an, nous avons lancé une expérimentation auprès de 9 collectivités de tailles très diverses, allant d'une toute petite commune un peu connue dans le monde pour une de ses productions, Chassagne-Montrachet, mais c'est 275 habitants, jusqu'au département de la Nièvre. Et on travaille avec ces collectivités pour, ma foi, les inciter à utiliser des outils. Et en l'occurrence, on travaille sur des Libya en ce moment. On organise des journées, des expérimentations, on les accompagne au quotidien. On a déjà tiré quelques enseignements sur cette expérimentation et je vais vous en dire quelques mots ici. D'abord, il y a, pour celui qui commence à utiliser de l'intelligence artificielle, s'il est un peu accompagné, il y a effectivement un effet waouh, un effet « oh !» quand même, ça produit des trucs. Bon. Après, est-ce que les trucs produits sont parfaitement justes et adaptés? C'est un autre sujet. Mais le premier truc, c'est « ah oui, quand même, il se passe des choses qu'on n'imaginait pas nécessairement ». Et puis si on commence à creuser, on s'aperçoit que pour que la production soit de qualité, même si l'outil en lui-même peut être discutable, il faut savoir lui parler. Si vous ne savez pas poser la question correctement, vous n'obtiendrez jamais de bonne réponse. Donc plus la question est bien construite, plus elle est travaillée, plus la probabilité d'avoir une réponse juste est élevée. Après, la question de la réponse juste, elle dépend aussi de ce que l'intelligence artificielle est en elle-même. Et ça interroge sur la question de l'intelligence artificielle souveraine. Il ne faut pas que ça soit simplement un slogan, mais on travaille sur ce sujet. Ça interroge l'État, mais ça nous interroge nous aussi. Si l'intelligence artificielle ne se nourrit que de données provenant d'un type de producteur, bah forcément la réponse elle va être influencée. Et aujourd'hui, ChatGPT, ce n'est pas une intelligence artificielle européenne et encore moins française. Donc cette question de donner, d'avoir une intelligence artificielle dont, comment dirais-je, pas les neurones, mais la base correspond à ce que nous sommes, nous, Européens et Français, est effectivement un énorme sujet. Parce que, ça a été dit, mais l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de biais. Jacques l'a évoqué, des hallucinations, faute de ressources pertinentes. L'IA apporte une réponse, mais qui n'est que très partielle. Les biais de langage, les moteurs sont alimentés par des ressources en anglais, je viens de le dire, à plus de 80%, donc c'est effectivement une difficulté. Et puis, en fonction de ses origines, les présentations peuvent donc être très déformées. Deuxième enseignement du travail qu'on fait avec ces collectivités, c'est finalement pas plus simple pour les grosses que pour les petites collectivités. Mais ça, c'est structurel. Les grandes collectivités ont des process de décision lents, forcément, comme toutes les organisations. Plus l'organisation est importante, plus le process de décision est structuré, et donc plus cela prend du temps. Alors la petite commune, on n'a pas beaucoup de personnel, mais le lien est direct avec notre directeur des services ou notre secrétaire de mairie quand elle est unique. Donc quand on dit quelque chose, ça va relativement vite. Dans une commune de 150 000 habitants, et le process politique et le process administratif est beaucoup plus long. Donc on s'aperçoit en ce moment que l'absence d'ingénierie des petites communes ou l'existence d'ingénierie dans les grandes plutôt ne compense pas cette perte de temps. Donc on est à peu près à égalité à ce stade face à ce mur qui s'approche devant nous. Autre enseignement, l'intelligence artificielle concerne tous les métiers et pas simplement quelques fonctions. Je l'ai dit dans l'article de Localtis, en l'occurrence on me l'a fait dire, il paraît que le chiffre officiel c'est 13% des agents publics, j'ai entendu jusqu'à 30%, mais c'est aussi vrai dans les entreprises qui utiliseraient l'intelligence artificielle de manière informelle, sauvage. Nos agents, ils utilisent ChatGPT sans qu'on leur ait demandé, sans qu'on vérifie, et parfois sans bien savoir l'utiliser. Et ça, c'est quand même source d'inquiétude, parce que d'abord, si on ne sait pas qu'ils l'utilisent, c'est un sujet de transparence démocratique, et s'ils ne l'utilisent pas bien, vu que ce qu'ils font est supposé nous aider à prendre des décisions qui impactent la vie de nos concitoyens,
le risque que ça dérape n'est pas nul du tout. Donc il faut que l'on s'empare de ce sujet. Ce sujet, c'est celui de la formation de nos agents et de la prise de conscience politique du sujet. Sur autre point, pardon, les usages les plus simples, les plus utilisés sont évidemment les outils rédactionnels, mais ça, vous vous en doutiez. Que fait notre agence du numérique par ailleurs? Elle essaye d'apporter des perspectives d'outillage intellectuel, je l'ai dit à travers la sensibilisation, mais aussi la formation. Et Jacques Priol vient de me rappeler que j'ai eu l'information officieuse hier. L'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, avec Jacques Priol, va contribuer à former les agents du CNFPT sur le sujet intelligence artificielle. Donc ça, c'est évidemment un enjeu majeur. Je parlais souveraineté tout à l'heure, souveraineté sur la question de l'outil en lui-même. Albert était un espoir ou reste un espoir. Quelqu'un a évoqué la question du cloud. Alors, vous savez que moi, je mène aussi un petit combat sur l'utilisation du français quand on peut, donc je m'astreins à dire nuage. On peut faire un nuage, mon cher collègue. Certaines collectivités, alors peut-être que l'État doit en créer un, j'en sais rien, mais en tout cas, en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, nous travaillons à la création d'un nuage public et de la création d'un réseau de centres de données publics, parce qu'on pense que pour nos communes, dire vos données, elles sont positionnées à tel endroit très précisément, et elles sont dans un réseau public garant de l'intérêt général, ça nous semble extrêmement important. On ne peut pas tout laisser à l'initiative privée et aux grandes entreprises qui sont dans leur rôle en essayant de nous vendre des produits, mais nous, on est garant de l'intérêt général. Et ça a été dit par Jacques tout à l'heure, la crédibilité qui est celle des communes de France aujourd'hui en matière de numérique et en matière de données, elle est importante, mais ça peut basculer très vite. Donc nous devons être extrêmement vigilants sur cette question de la souveraineté, de la maîtrise, de la cybersécurité, parce que ça, c'est la couche de base sur laquelle travaille l'intelligence artificielle. Et donc, pour relever ce défi, nous devons nous unir. Et nous unir, encore une fois, moi, sur mon intercommunalité de 7500 habitants, la plus petite commune en a 20. Donc, on vous dire qu'avant qu'il y ait un spécialiste d'intelligence artificielle dans la commune, sauf si c'est un résident qui rentre au conseil municipal, pour le reste, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Donc la seule manière de ne pas perdre pied, c'est de se parler, c'est de s'unir, c'est de rentrer dans des dispositifs de mutualisation. Ils peuvent être régionaux, ils peuvent parfois être départementaux. Nos territoires sont divers et les approches ne sont pas partout identiques. Elles peuvent être au sein d'une grande intercommunalité. Certaines en ont et la volonté et les moyens. Mais ce qu'il faut absolument, c'est ne pas rester seul. J'ai déjà passé d'1 minute mon temps, ce qui est relativement peu par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc je vais quand même essayer de m'arrêter là. Je ne sais pas si je pourrais être là pour la conclusion, encore une fois, pour la raison que je vous ai déjà dite. Mais ce qu'a dit Michel est essentiel. Je vois que vous êtes très nombreux. On aurait pu être dans une salle plus grande. Il y a un moment où on n'est pas suffisamment nombreux malgré tout. C'est dans notre commission numérique à l'AMF. Ça ne coûte rien d'y être. Nos réunions, on en fait 3-4 par an. Ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Elles sont en ligne. Vous n'êtes pas obligé de venir à Paris. Et on a vraiment besoin d'un retour. Le travail que Jacques fait, il vous a dit 300 communes qui ont répondu. C'est bien, mais c'est 1%, un peu moins d'1% du nombre de communes en France. Il faut que la prise de conscience politique monte. Alors, s'il vous plaît, la première des choses, et j'ai bien conscience qu'1 heure et demie d'atelier, ça ne répond pas à vos questions, peut-être que ça ouvre plus de problématiques que ça ne répond à des questions. Si vous voulez nous aider à ce que ce sujet monte en conscience, y compris à l'AMF, rejoignez la commission, venez, envoyez-nous des questions, et plus on sera assailli de questions, plus Véronique Picard, qui fait un excellent travail là, me dira « je peux plus », plus on sera en mesure de demander des renforts et plus d'engagement sur ce sujet, parce que nous sommes, je crois, vraiment à un tournant. Et moi, je ne crois pas, je ne veux pas que le service public pâtisse de cette révolution. Je vous l'ai dit en introduction, le pire
et le meilleur sont à attendre de l'intelligence artificielle. Moi, je crois que c'est au meilleur que nous devons nous atteler, mais ça ne se fera pas si on ne sait pas prendre en compte la question de la transition et l'importance de l'humain au cœur du sujet. Merci. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Monsieur le ministre, bienvenue à vous. Vous êtes ce matin au milieu des maires de France. Nous sommes très nombreux. Nous en sommes effectivement pas totalement surpris, mais nous sommes impressionnés par votre nombre. Et Patrick l'a dit, lorsque nous intervenons par rapport à nos interlocuteurs et à nos partenaires, que sont naturellement le gouvernement, mais également les opérateurs et toutes les personnes incluses dans cet écosystème numérique, eh bien, notre force, Patrick, moi-même, nous la tirons de vos remontées et nous la tirons véritablement de la force que vous nous donnez. Je peux peut-être évoquer ça très rapidement maintenant, mais derrière l'intelligence artificielle, il y a de l'intelligence humaine. Et monsieur le ministre, ici, vous êtes au cœur d'un réacteur d'intelligence humaine collective et partagée, volontaire, rugueux parfois, viril, mais toujours correct. Vous pouvez compter sur ce point. Le ministre accepte de jouer le jeu puisqu'il veut bien répondre à 2 ou 3 questions maintenant. L'échange pourra se prolonger, mais vous savez que le temps est contraint dans cette salle. Vous avez donc la parole pour nous apporter cet appui que Patrick appelait de vos voeux. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Où la présentation des uns et des autres a été très claire. Monsieur le ministre, dans un premier temps, il y a eu une présentation globale par l'intermédiaire de Jacques Priol. Et puis ensuite, on a eu 3 exemples concrets. Vous avez pu suivre les 2 derniers. On voit qu'au plus près du terrain, effectivement, les choses bougent à toutes les échelles, dans les plus grandes de nos collectivités comme dans les plus petites. Ne me dites pas que vous êtes intimidé par... Au fond, là-bas, au fond, au fond. Ah, voilà. J'arrive. Bonjour Monsieur le Ministre, Fabrice Castro, directeur de l'Association des maires du Jura. La question est simple, à quand une IA souveraine, un bac à sable d'IA générative avec des données des collectivités qui soient respectueuses du RGPD, qui ne soient pas récupérées par nos partenaires américains tous les jours dans les collectivités? Quand on voit les sondages, combien utilisent l'IA, je pense que beaucoup l'utilisent aujourd'hui. On aimerait vraiment d'urgence, dans nos collectivités ou au niveau du service de l'État, avoir un outil où quand on met des données, des délibérations, des documents, ça reste chez nous en France. Quelle solution pour nous? Merci beaucoup. Très bien, ça c'était une première question. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le député, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus. Si vous avez, je vais y répondre à votre question, mais je peux en prendre encore 2-3 autres. Tout à fait, aucun problème. Histoire de... À votre convenance. Xavier Cadoré, maire de Saint-Jean-le-Puy dans l'Allier, au comité directeur de l'AMF. Monsieur le ministre, y a-t-il un plan, y aura-t-il des moyens pour accompagner les collectivités avec, comme l'ont dit tous les intervenants, aujourd'hui la sensibilisation est absolument nécessaire et il faut accompagner cette sensibilisation. Patrick Molinos disait il faut qu'on soit ensemble et qu'on ait un certain nombre d'accompagnements et de moyens. Y a-t-il quelque chose de prévu pour accompagner justement ce mouvement? Et bien sûr, est-ce que cet accompagnement sera un peu plus rapide que les autres programmes qui demandent beaucoup de temps entre le moment où il y a la décision et le moment où ça arrive aux collectivités? Merci. Bien, merci. Et votre nom, excusez-moi que je le retienne? Xavier Cadoré. Très bien. C-A-D-O-R-E-T. C'est mon voisin de l'Allier. Moi, je suis du Puy-de-Dôme. C'est mon voisin du Nord. Xavier Cadoré. Il y avait une question par ici. Monsieur, votre nom, vous m'avez dit? Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Michael Odegon, je suis maire de la commune de Voyer dans le Pas-de-Calais, conseiller délégué communautaire urbaine d'Arras. Mais j'interviens aujourd'hui au titre du conseil d'administration des interconnectés, sur lequel on a lancé un vrai travail aussi sur ces questions d'intelligence artificielle avec une concertation des territoires. Moi, j'attire votre attention, ce qui a été dit tout à l'heure aussi, c'est que développer des IA en transformant l'action publique, c'est très bien. Mais il y a 2 choses qu'il ne faut pas oublier. La première chose, c'est la sécurité. Le travail sur Nice 2, sur lequel je suis aussi avec la VICA, est un travail aussi qui est lancé, mais qui va nécessiter des moyens
par rapport à l'application de cette réglementation. Et il y a aussi l'application par rapport à l'intelligence artificielle au niveau européen qu'il va falloir aussi transposer et appliquer. Donc je pense qu'il faut absolument travailler sur le besoin de moyens pour mettre en place cette cybersécurité des territoires, mais aussi le besoin de moyens pour continuer à accompagner les usagers. Alors, il y a des conseillers numériques France Service. Je glisse une parenthèse par rapport à ça. Je suis désolé, hein, mais c'est quand même essentiel et il faut combattre les personnes qui disent que ça ne sert à rien. Ils ont fait leurs preuves et ça semble aussi des outils pour les agents des collectivités, pour les accompagner. Et je pense vraiment qu'il faut travailler sur un modèle français, un modèle européen, dans un cadre européen. La France n'est pas les États-Unis, l'Europe n'est pas les États-Unis, et il faut veiller à protéger ces éléments pour permettre effectivement une transformation qui va aller beaucoup plus vite que prévu. Merci beaucoup. Patrick Molinoz. Non. Oui, Patrick, 1 minute. Et ensuite, Monsieur le Ministre, on est obligé de vous laisser dans Pardon, la même très bien. configuration que nos collègues maires. Vous aurez 10 minutes Parfait. sur la fin de ce... Non, une invitation, Monsieur le Ministre, sur la transposition de Nice 2. On est un peu en marge de l'IA, mais comme ça vient d'être évoqué, pour l'instant, l'AMF n'a pas été entendue lorsque nous avons été... ça arrive assez souvent. On vient nous parler, c'est bien, mais des fois, si on pouvait être un peu écouté, ça serait mieux. Si le texte de transposition va au bout en intégrant la totalité des intercommunalités comme entité importante, dans les intercommunalités, nous avons des intercommunalités encore de 5, 6, peut-être 7, 8, 10 000 habitants, dans lesquelles il n'y a pas d'ingénierie. La marche risque d'être trop haute. Je suis le premier à dire qu'il faut faire d'énormes efforts en termes de cybersécurité, mais si le mur est trop haut, on va arriver à l'effet inverse à celui recherché. Donc je vous invite vraiment, et j'espère que le Sénat sera vigilant, à ce que le seuil des entités importantes soit relevé. Moi j'étais plutôt à 50 000 à titre personnel, mais aujourd'hui c'est toutes les intercos. Et il y a des intercos de 49 000 habitants avec un peu de moyens, mais il y en a aussi à 5, 7, 8, 10, 15 000 habitants qui n'ont aucun moyen d'ingénierie et qui n'auront pas les moyens financiers de suivre. Donc, pardon, mais j'attire votre attention sur ce sujet. Absolument. Merci. Étant entendu que là aussi c'était une demande de l'AMF, il n'y a pas eu d'étude d'impact pour les collectivités de la transcription de Nice 2 et qu'on parle de milliards aujourd'hui à la charge de l'ensemble de ces collectivités. Monsieur le ministre, 10 minutes pour vous. Vous êtes dans la peau d'un maire pendant ces 10 minutes. Très bien, merci beaucoup. Encore une fois, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et votre présence en nombre sur cette table ronde montre votre intérêt sur l'intelligence artificielle. Et je suis très heureux d'être là pour pouvoir vous écouter. On a eu des exemples de projets très concrets à travers l'intelligence artificielle, répondre aussi à quelques interpellations que je reçois et puis partager des bonnes pratiques tous ensemble. Donc je pense que l'exercice est tout à fait utile et votre présence, encore une fois, montre l'intérêt des élus. Il y a d'ailleurs une étude qui est parue il y a 10 jours, Data Publica, qui montre qu'en 2019, on avait 5 projets d'intelligence artificielle dans les collectivités en France et qu'en 2024, on en a eu... Est-ce qu'il est mieux celui-là? Ah pardon, excusez-moi. Vous avez entendu ce que j'ai dit avant quand même? Ok, c'est pas grave. Donc du coup, ce que je disais, c'était que je notais un intérêt de plus en plus fort des collectivités sur l'intelligence artificielle, avec de plus en plus de collectivités qui s'y mettent. En 2019, on avait 5 projets dans les collectivités qui intégraient de l'IA. En 2024, on en a une centaine. Et cette même étude montre que quand on interroge 289 collectivités, la moitié d'entre elles soit sont en train d'en mettre en place, soit ont pour projet dans les 12 prochains mois d'utiliser des solutions et des technologies qui intègrent de l'intelligence artificielle. Et donc, cela prouve, et monsieur le député a cité d'ailleurs des exemples concrets, hein, que l'intelligence artificielle peut répondre à des problématiques très concrètes dans nos communes, que ce soit pour des questions de fuite d'eau, que ce soit pour des questions de construction illicite, de cabanisation, que ce soit sur du traitement administratif des secrétaires de mairie, que ce soit sur des traitements administratifs sur des sujets d'urbanisme. Bref, les usages sont multiples, variés, et vous sentez bien cette potentialité. Et je pense que si nombre d'entre vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous sentez bien que l'IA peut être un allié d'un certain nombre de problématiques très concrètes que vous observez. Ça peut être un allié pour faire gagner du temps dans le traitement de certaines tâches qui vous incombent. Ça peut être un allié pour
digitaliser un certain nombre de sujets qui vous incombent, et ça peut être quelque chose qui embarque et qui crée un projet aussi à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un territoire, qui embarque largement les citoyens vers une transition d'avenir. Et donc je crois qu'on est tous ensemble, et ici je crois qu'on est tous ensemble, État, collectivités locales, dans le même bateau, c'est-à-dire dans cette volonté d'avancer sur ce beau sujet de l'intégration de l'intelligence artificielle dans de nombreux usages et dans de nombreux sujets qui nous concernent. Au niveau de l'État, pour revenir sur 2-3 interpellations, parce que essayer de donner des exemples concrets, Albert fonctionne, et notamment dans les maisons France Service, où un certain nombre, et j'étais interpellé sur le sujet, mais un certain nombre d'agents utilisent Albert pour répondre à un certain nombre de tâches. Et donc la DINUM, qui est le parent d'Albert, le déploie sur le territoire, mesure ses effets, et c'est une des briques, c'est pas la seule, hein, mais c'est une des briques qui permet aux agents de mieux répondre à l'usager quand il est sollicité. Et ça fonctionne plutôt bien. Je serais ravi de pouvoir partager avec vous des retours d'expérience sur Albert et la façon dont on pourrait s'en inspirer pour déployer plus largement. Mais dans le service public, notamment au niveau de l'État, il y a de multiples usages. Par exemple, France Travail, quand des entretiens sont en préparation, l'agent prend beaucoup de temps à préparer l'entretien, des entretiens de compétences pour analyser le CV, le parcours, les opportunités possibles, les formations potentielles, bref. Généralement, ça prend 1h30 de préparation d'entretien quand on fait un vrai entretien de compétences avec quelqu'un qui cherche du boulot et qui vient chez France Travail. L'intégration de solutions d'intelligence artificielle a permis de faire passer de 1h30 le temps de préparation à 10 minutes pour les agents de France Travail. Et au début, ce que me disaient les dirigeants d'ailleurs de France Travail avec qui j'ai échangé, c'est que le regard des agents était un peu méfiant, de se dire attendez, c'est quoi ce truc qu'on est en train de nous demander d'utiliser? Est-ce que ça va pas venir me piquer mon job à la fin, ou est-ce que ça va pas venir me faire des recommandations un peu loufoques? Et en réalité, le taux d'appropriation a été très bon, et dans les endroits où l'intelligence artificielle a été utilisée dans France Travail, ça a été une source formidable de gains d'efficacité pour des agents qui s'étaient dit bah, tout ce que je faisais comme temps administratif de préparation, ça me l'a simplifié, et du coup j'ai plus de temps dans l'entretien, et j'ai plus de contacts humains, et ça me libère de la capacité à traiter humainement des personnes qui cherchent du boulot et de leur formuler des recommandations pertinentes. Après, on a des multiples usages. On a dans Service Public Plus, qui est la plateforme qui permet à tous les usagers de s'exprimer, d'évaluer le service public. Les agents qui traitaient Service Public Plus, ils avaient un délai de traitement qui était de 14 jours. L'intégration de l'intelligence artificielle comme aide à la réponse a permis de faire passer le délai de réponse de 14 jours à 3 jours. Et donc là, l'intelligence artificielle a été une source d'accompagnement de tous ceux qui répondaient à distance aux interpellations des usagers, des citoyens pas contents de certains services publics, en améliorant le traitement, en formulant des réponses qui sont adaptées et en faisant gagner du temps et en réduisant les délais de réponse. Donc je vous donne ces quelques exemples, mais ils sont multiples. La SNCF a une borne qui est en expérimentation et en déploiement qui permet d'utiliser là aussi de l'intelligence artificielle. On a des drones qui sont en cours d'expérimentation aussi et qui l'utilisent. Ça se passe en France, ça se passe aussi à l'étranger. Au Royaume-Uni, il y a une étude qui a été faite par le Alan Turing Institute qui montre que les agents eux-mêmes évaluent à potentiellement 1 jour par semaine le gain de temps qu'ils peuvent avoir grâce à l'usage et à l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur processus. Donc tous ces exemples-là pour vous montrer à quel point le sujet est enthousiasmant. Alors bien sûr, il y a des enjeux, il y a des défis et il y a des limites. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être dans le monde des bisounours. Et vous les avez cités d'ailleurs, le sujet de la sécurité des données. Vous avez cité la question des solutions souveraines. Vous avez la question donc de la capacité à avoir une solution européenne et idéalement française qui nous permet de garder la maîtrise de l'outil. Mais il y a aussi d'autres impacts. L'impact environnemental de l'intelligence artificielle qui consomme beaucoup de données et qui a un impact sur le CO2, et la transparence et l'explicabilité des décisions. C'est-à-dire que quand l'IA prend des décisions, il faut être sûr que ça soit les bonnes, il faut être sûr que l'humain garde la maîtrise et il faut être sûr qu'on soit capable de rendre compte des décisions qui sont proposées par l'IA. Il faut rendre compte. Donc le sujet n'est pas simple, mais ce qui serait peut-être bien, c'est que dans notre pays, et là je crois que vous êtes tous à bord dans cette démarche-là, je l'ai entendu, c'est de voir l'IA avant tout comme une opportunité plutôt que comme un risque ou un danger. Si à chaque fois qu'une nouvelle technologie émerge, on se dit mon Dieu, quelle horreur, quels sont les différents risques, on ne fait plus rien. Et je crois qu'on est tous ici mobilisés pour se dire c'est une opportunité. On n'est pas naïf sur les défis et les enjeux que cela pose. On est prêt à encadrer, réguler et faire les choses correctement pour être souverain sur le sujet. Mais pour autant, gardons toujours à l'esprit que c'est une opportunité pour les agents,
pour leur simplifier la vie, améliorer leurs conditions de travail. C'est une opportunité pour les usagers. Ça permet d'avoir des réponses plus vite, plus adaptées et se consacrer sur l'humain et les relations humaines entre le service public et les usagers. Et c'est une opportunité, oui, économique aussi, qui vous permettra probablement d'avoir plus d'efficacité et donc de réserver des budgets ensuite plus gros sur d'autres sujets parce que vous aurez gagné sur le temps administratif et sur certaines tâches sur lesquelles l'IA permet d'augmenter l'efficacité. Donc voyons-le comme une opportunité sans être naïf sur les risques. Je ne veux pas dépasser, et je crois qu'il doit me rester 1 ou 2 minutes, mais simplement pour vous dire, puisque M. Cadoré me posait la question du plan qui était en cours, nous sommes en train d'établir avec le ministère, en lien avec la NCT, mais aussi la DINUM, une feuille de route pour les 3 ans qui viennent d'intégration et d'amplification de l'intelligence artificielle dans les services publics. Donc on y travaille ardemment, ma conseillère ici présente Chahine, qui est une spécialiste du sujet, pour essayer de booster et multiplier l'usage de l'intelligence artificielle dans l'administration. Et je souhaite que, dans le lien que l'État et les collectivités ont, on puisse vous aider d'une part à identifier quels sont vos besoins, c'est-à-dire partir du besoin de l'usager et de l'agent chez vous, de vos problématiques où vous vous dites potentiellement ça peut m'aider et ça peut m'apporter plus d'efficacité. Ça part du terrain, ça ne part pas d'en haut. Le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on identifie les ressources existantes. Et la DINUM, mais d'autres opérateurs ont déjà des briques en réalité qui sont prêtes sur étagère et qui peuvent mettre à disposition, et qui seraient très heureux de le faire, pour tous vos projets, pour le développement de vos projets. Et puis le troisième élément, c'est que vous multipliez les usages, et on va avoir dans les mois et dans les années qui viennent des usages formidables de l'intelligence artificielle dans vos communes. Il faut qu'on arrive à essaimer. C'est-à-dire quand ça marche, ça fonctionne, il faut pouvoir le déployer largement. Quand ça ne marche pas, on laisse tomber. Ce n'est pas la peine de persévérer dans quelque chose qui ne marche pas. Mais quand vous avez des projets communaux, collectifs qui fonctionnent, on doit pouvoir ensemble réussir à répliquer. Et là, l'État peut être à vos côtés pour répliquer à large échelle des initiatives qui partent de vos communes pour les essaimer. Donc, mieux identifier vos besoins, mieux vous accompagner et vous aider avec des briques technologiques et du conseil qui existent au sein des différents organismes de l'État, y compris donc de la DINUM qui est dans mon ministère. Et effectivement, utilisez vos meilleures expériences et vos retours terrain pour à la fois dire ce genre d'initiative, ça ne marche pas très bien, autant laisser tomber. En revanche, là, on a un super outil pour répondre à une belle problématique et ça peut intéresser tous mes collègues qui sont autour et on a besoin de généraliser à large échelle. Moi, je serai à vos côtés dans ces cas-là pour prendre vos meilleurs exemples, vos meilleures pratiques, vous aider, vous conseiller, vous apporter toutes les briques numériques que l'État a à sa disposition et vous aider à essaimer largement partout sur le territoire national quand il y a des initiatives chez vous qui partent du terrain et qui fonctionnent. C'est le sens de la feuille de route et c'est tout le travail qu'on est en train de réaliser au ministère pour les 3 ans qui viennent. C'est un très beau projet, en tout cas enthousiasmant, et je vous remercie encore de votre présence nombreuse, de vos questions, et je suis encore une fois à votre disposition avec toute mon équipe pour faire avancer les choses. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez passé 10 minutes dans la peau d'un maire. Nous savons désormais qu'au sein du gouvernement, l'AMF sera représentée et que notre parole sera portée par vous-même au service des collectivités, au service des maires et au service de nos administrés. Merci à tous. Nous allons libérer la salle. Patrick, un mot peut-être ? Non, Monsieur le Ministre, sur Albert, on me signale quand même qu'il y a 2-3 collectivités qui sont en attente de réponse. Donc, si vous pouviez regarder ça, hein, une trentaine a priori. Maire, c'est terrible, on est sollicité au quotidien. Voilà. Une trentaine de collectivités qui ont... D'accord. Voilà. Vous pouvez me transmettre la liste, voilà. Je regarde tout de suite avec Chahine et avec la DINUM. Et merci à vous de vous être rendu disponible. Merci, chers collègues. Rejoignez la commission numérique de l'AMF, s'il vous plaît. Merci à tous. Merci.